vais essayer de vous présenter à la fin après quelques années de carrière un peu longue, ce qui me paraît être un certain nombre de points qui bloquent la réflexion pour avoir une stratégie à la fois politique, soignante, organisationnelle, qui soit à la hauteur des besoins. Et donc on va essayer de réfléchir ensemble sur ce qu'il faut arriver à changer pour changer vraiment les paradigmes et être efficace. Voilà le plan que je vais être amené à traiter. Pour que les choses puissent changer, après avoir passé beaucoup d'années à essayer de faire évoluer le dispositif, y compris avec les pouvoirs publics, il me semble qu'il y a un certain nombre de réflexions qui sont un consensus sur les dommages. Vous verrez qu'il n'est pas encore atteint, qui sont une réflexion qui est un peu contre-intuitive sur les liens entre la consommation et les addictions. Sur le fait que, comme c'est une politique, comme c'est une interaction entre des facteurs qui sont bien connus, mais qui sont relativement compliqués, la politique ne peut être que globale et ciblée sur ces différents facteurs. Donc c'est forcément un peu compliqué, mais une fois que c'est expliqué, on comprend ce qu'il faut faire et on comprend aussi pourquoi ça n'est pas fait. On connaît maintenant bien les mécanismes cérébraux de l'addiction, j'en dirai deux mots puisque Michael va le faire après en détail, ainsi que Marc Orlier-Combe, mais il faut avoir ça en tête pour réussir à faire comprendre à la population pourquoi ce qui est un plaisir à l'origine devient une contrainte au bout d'un certain temps, avec un passage progressif. Et donc là, il est très difficile, c'est le problème de cette consommation plaisir qui devient une consommation contrainte et maladie, avec un passage progressif difficile à intégrer, et donc très difficile à intégrer pour la population, et qui fonctionne en binaire, c'est tout bon, et puis il y a quelques dépendants, et donc c'est ce changement dans la compréhension des mécanismes qui me paraît pouvoir faire le socle sur lequel se construira une nouvelle politique. C'est un changement de la philosophie du soin, que ce soit pour les psychiatres, pour les médecins, et je vous dirai comment. Ça nécessite de modifier le référentiel de santé. Ça nécessite, et c'est ce qui m'apparaît maintenant le plus important, la mobilisation des parties prenantes, et en particulier la valorisation des patients, des familles et des associations de malades, pour que ça devienne un problème de société et pas un problème de professionnels. Et enfin, il faut une politique pragmatique, et vous évoquiez, Madame la Présidente, la position qu'a pris le monde, qui est en train de passer dans la tête d'un certain nombre de professionnels, mais qui est elle aussi contre-intuitive. Et donc il y a un gros travail à faire, je vais essayer donc de vous le résumer, pour que l'on puisse avoir le socle qui permet d'avoir une politique cohérente. Alors je ne vais pas insister sur les dommages. Le rapport que j'ai eu l'occasion de faire pour la Mildeca il y a maintenant 2 ans m'a montré que nous n'avons pas un outil de repérage des dommages, en particulier de ceux liés à l'alcool, que ce soit les dommages hospitaliers, le poids hospitalier. Le directeur disait que c'était la première cause d'hospitalisation. Quand on regarde dans les CHS, en faisant un focus spécifique sur les consommations et sur les altérations addictives des patients qui sont hospitalisés, il y en a plus du tiers, même s'il n'apparaît dans les statistiques que 10% d'admissions liées aux addictions, il y en a en réalité, quand on cherche, plus du tiers des patients qui sont dépendants. Mais l'organisation ne permet pas de les repérer. Pas plus qu'on ne repère les dommages sociaux. Les dommages liés à la drogue sont faciles à repérer puisque le fait de consommer devient un acte illégal. En revanche, les dommages liés à l'alcool, les violences, les morts sur la route, les violences sexuelles, les violences familiales, l'inceste, les incendies, tout ça n'est pas repéré. L'acte est repéré, mais pas la cause. Donc c'est extrêmement difficile d'avoir une perception de la gravité des dommages. De même, vous avez entendu parler du rapport COP qui montre des chiffres extrêmement importants liés au coût de l'alcool, du tabac et des drogues, qui montrent que les simples taxes ne couvrent pas le coût des soins. Je ne parle pas du coût de la répression, je ne parle pas du coût de la justice, je ne parle pas du coût social des arrêts de travail et de la souffrance sociale, je ne parle pas du coût des vies perdues, mais donc de toute façon ça coûte infiniment plus cher que ça ne rapporte, mais tout ceci n'est pas perçu. Il y a nécessité d'avoir une perception égale, juste de ce que sont les dommages.
tous les experts du monde entier sont d'accord sur la classification des dommages. Je vous rappelle qu'il y a maintenant 17 ans, le rapport Roch avait fait, à l'époque, l'effet de mettre une pierre dans les dents en disant que l'alcool était plus dangereux que le cannabis. Ça avait remué les représentations. Il y a eu un travail fait en 2007 par David Nutt, qui était le conseiller scientifique de la Mildeka anglaise, qui montrait que, vous avez la classification qui est ici, que quand vous prenez les dommages sanitaires et sociaux, le produit le plus dangereux est l'alcool, puis l'héroïne, puis la cocaïne, le tabac, l'amphétamine et le cannabis. On avait refait avec les experts français justement de la Fédération française d'addictologie une classification en simplifiant. Alors ça a valu le fait que David Nutt soit viré de sa place de conseiller scientifique de la Mildeka, enfin anglaise, parce qu'il avait dit cette chose-là. Parallèlement et à peu près au même moment, on le faisait en France avec les experts des conseils d'administration de la Fédération française d'addictologie. On arrivait au même résultat. Plus dangereux dans les dommages sanitaires et sociaux, c'est l'alcool, l'héroïne, la cocaïne, le tabac, le cannabis, loin derrière. Mais vous allez voir, tout ceci devrait permettre d'arriver à changer les représentations. L'alcool est à la fois le produit le plus agréable, mais de loin le plus toxique. Le tabac est le principal facteur de mortalité, et quant au cannabis, les dommages sont essentiellement des dommages sociaux liés à l'illégalité. Certes, les dommages sanitaires existent, on les soigne tous les jours. On arrive au paradoxe qu'il faut que ce soit des médecins qui s'interrogent sur les autres dommages, et alors que nous soignons les dépendants, nous soignons les schizophrènes aggravés par le cannabis ou résistants au traitement à cause du cannabis. C'est que Dotzenberg, tabacologue, en arrive à dire, mais il faut avoir une attitude plus rationnelle avec le cannabis et donc réguler sa consommation. On arrive à ce paradoxe que ce soit des médecins qui s'interrogent sur la nocivité globale du cannabis pour dire qu'on n'est peut-être pas dans la bonne solution. Ça a été fait dans plusieurs autres pays. Ça a été fait en Allemagne, ça a été fait, cette classification a été faite en Hollande, et on arrive aux Pays-Bas, on arrive à la même dans tous les pays avec une parfaite corrélation sur le niveau, là vous avez une courbe de corrélation, sur le niveau de corrélation entre tous les pays sur la perception de la gravité des dommages. Mais si les experts sont d'accord sur cette gravité, la population n'est pas du tout. On avait fait un travail avec notre équipe INSERM à Paul Brousse sur la perception par la population de la dangerosité des dommages. Vous avez en bleu les non-consommateurs, en rouge les consommateurs et en noir la position des experts. Et on s'aperçoit que pour la population, en France on l'avait fait sur un interrogatoire fait avec Ipsos sur 1200 personnes, avec un panel représentatif, et en posant les mêmes questions que celles qu'on avait posées aux experts, on s'aperçoit que pour la population, les produits les plus dangereux sont l'héroïne, la cocaïne, puis l'alcool et le cannabis au même niveau, puis le tabac, puis les jeux d'argent. Alors que pour les professionnels, la classification n'est pas la même. Et ce qui est intéressant, on s'aperçoit que les consommateurs ont la même classification que les professionnels. C'est-à-dire que les consommateurs, ils connaissent les dommages liés aux produits qu'ils consomment. Donc ça interroge sur la poursuite d'une prévention qui n'insiste que sur les dommages. Les dommages sont connus et la consommation se font pour d'autres raisons, et notamment pour la question du plaisir que l'on prend. Donc on s'aperçoit que cette non-perception de la population, cette représentation tellement différente de celle qui nous paraît être celle des experts, amène d'une part à une sous-évaluation de la dangerosité des produits licites, ce qui explique la faiblesse des moyens qui sont attribués, vous connaissez l'histoire, hein, à l'alcool et au tabac il y a très peu de choses, il y en a eu un peu plus sur les drogues illicites, parce que les drogues illicites donnaient l'impression à la société qu'il y avait là un danger majeur. Sur l'alcool et le tabac, même si c'est un peu en train de changer, même si le fait que c'était intégré dans les addictions modifie un peu les représentations, la réponse n'est pas du tout au niveau de la gravité des dommages. Ensuite, ce qu'il faut faire changer comme représentation, c'est le lien entre la consommation, les dommages et ce qui est les addictions. Un certain nombre, alors, ce qui est le plus difficile à comprendre, c'est comment quelque chose qui est un plaisir devient une contrainte et comment petit à petit l'intensité du comportement de recherche du produit s'installe et comment au début
c'était une recherche de plaisir et comment ça se transforme au fur et à mesure de l'installation de la dépendance en une recherche de l'évitement de la souffrance. Le problème, c'est que ça, c'est très progressif. C'est donc difficile à comprendre pour le sujet. La perte de contrôle, elle est lente à s'installer et que c'est très difficile de faire comprendre à quelqu'un de non concerné directement, ou même à un conjoint ou à une famille, pourquoi, alors que il y a quelques mois ou quelques années, il contrôlait sa consommation, maintenant c'est devenu quelqu'un qui est agressif, méchant, endormi, et pourquoi il n'arrête pas, alors que de toute façon il peut quand même arrêter de temps en temps, par exemple à l'occasion des vacances. Donc c'est cette perception de la gravité, enfin de l'installation progressive de la dépendance qui est difficile et donc qui rend difficile la perception par la population qu'il faut faire quelque chose de lentement progressif. Donc d'où les images, il suffit de les soigner, ou quand ils sont dépendants dans les entreprises, il n'y a plus rien à faire, il faut les virer. Donc c'est cette progressivité qui est difficile à faire comprendre. Alors cette progressivité, les experts l'approchent petit à petit. Vous connaissez la question des classifications. Vous savez qu'on marchait avant dans le DSM-4, qui avait déjà apporté l'abus et la dépendance, mais notamment l'abus, qui devenait une zone où la médicalisation était possible et où on sortait de la simple prévention avec son image hygiéniste et moraliste. Mais depuis maintenant 5 à 8 ans, les experts internationaux insistent sur une classification qui est dimensionnelle, c'est-à-dire sur une addiction qui est plus ou moins importante, qui part des usages à risque, avec l'addiction légère, l'addiction modérée et l'addiction sévère. L'intérêt de cette nouvelle classification, c'est que ça autorise des stratégies variées et adaptées à la gravité. Quand on n'avait que cette classification, qui était déjà un progrès avec ce qu'il y avait avant, qui était là, un côté la dépendance et de l'autre le normal, là il y a déjà eu un progrès qui permettait de s'intéresser en particulier aux consommations pathologiques débutantes et notamment celles des jeunes. Là on arrive à une vision qui peut permettre, quand les professionnels s'en seront saisis, de comprendre pourquoi on doit avoir une stratégie progressive et adaptée au degré de gravité, et que ce n'est pas forcément l'abstinence, la question se pose pour la dépendance, mais dans les autres formes. Et je vous expliquais que l'installation de la perte de contrôle et la reprise de la perte de contrôle sont des processus progressifs, complexes, pour lesquels on n'a pas de marqueurs biologiques, en tout cas pour le moment, qui permettent de voir la perte de contrôle et la reprise du contrôle. Donc on travaille de façon un peu intuitive et à l'expérience sur les patients qui peuvent ou pas reprendre des consommations. Il y a donc là un point tout à fait important. Tous ceux qui s'occupent d'addiction connaissent, nous ça a été cette espèce de tableau tripartite qui était évoqué également tout à l'heure avec la société addictogène. Les addictions, c'est relativement compliqué, on connaît bien les différents paramètres, Olivenstein disait avec une intuition géniale, le produit, l'environnement et l'individu, ça reste, sauf que maintenant on connaît assez bien les facteurs de risque individuels, produits ou environnement. Il faut donc agir sur ces facteurs. Tous ces facteurs sont importants et nous avons eu des discussions avec un certain nombre d'experts des addictions qui disaient mais l'approche neurobiologique oublie tous les facteurs individuels et les facteurs psychologiques et les facteurs sociaux. C'est évident et l'approche neurobiologique, on va voir qu'elle aide à faire passer un certain nombre d'idées et à soigner, mais l'action, pour être efficace, doit agir sur l'ensemble des paramètres, en particulier sur les paramètres sociétaux. On parlait de société addictogène, on sait quels sont les éléments qui incitent à la consommation, que ce soit d'alcool, de tabac, de cannabis. Il y a toute une série d'études sociologiques, économiques, marketing, qui permettent de connaître ces différents facteurs sur lesquels il faudra agir. Donc il est clair que toute politique, et c'est ce qui la rend complexe, doit agir, et l'idée de la guerre à la drogue, de l'éradication d'un produit, on soigne une population spécifique, n'a pas de sens, parce que pour être efficace, il faut vraiment agir sur l'intégralité, sur l'ensemble de ces trois paramètres. En diminuant le risque lié au produit, pour chacun des produits, il y a des façons de modifier les consommations, de les rendre moins toxiques.
Pour les individus, on sait lesquels il faut cibler, on sait mieux lesquels il faut cibler et comment, et la nécessité d'une politique globale, parce que l'accès aux produits est un des facteurs majeurs de la consommation, l'incitation à consommer est un des facteurs majeurs, on sait ce que l'on pourrait faire, je ne vais pas rentrer dans le détail là à l'instant. Quelques mots sur les mécanismes cérébraux, parce que ces mécanismes cérébraux permettent de comprendre pourquoi c'est si compliqué pour un patient d'arrêter, enfin de contrôler, et pourquoi c'est si difficile à comprendre pour ceux qui ne sont pas malades. L'addiction est une maladie du cerveau, 1997, dans Nature, c'était donc une idée, non c'est en Science, qui était chez les professionnels à peu près installés. On a largement parlé des voies dopaminergiques dans les années 2000. Maintenant, on est sur les voies glutamatergiques, et ce que je vous appelais le circuit court, c'est-à-dire qu'au début, c'est une décision de consommer qui prend en compte tous les paramètres, avec une analyse bénéfice-risque assez longue et une décision flexible. Maintenant, on sait que quand on est devenu dépendant, c'est un circuit court. C'est les voies de la mémoire, la mémorisation se sont organisées pour valoriser ce produit, tout le rappelle, tout donne envie d'aller vers ça, et là, il suffit d'avoir un stimuli à consommer, qui rend d'ailleurs la pub si difficile à supporter pour nos patients. Il suffit d'avoir un stimuli à consommer, il suffit d'avoir un stimuli interne, en particulier à l'occasion de stress, il suffit d'avoir la montée du craving pour que la réponse soit automatique en disant je sais comment je peux calmer cette espèce de malaise et de souffrance, il faut que je consomme, et ça devient un circuit court non contrôlé par le cerveau. On connaît bien les voies, je ne vais pas rentrer dans le détail. Chez le sujet non addict, il y a une espèce d'interaction entre la valeur que l'on donne, le plaisir que l'on prend à la consommation, donc la motivation à aller consommer, la mémoire qui nous rappelle dans quel contexte on consomme et les différentes expériences de consommation et de plaisir, et le contrôle cortical qui analyse en disant j'y vais pas, là j'ai bu un peu trop, là c'est pas le moment, là je vais travailler, et puis qui prend une décision. Chez le sujet dépendant, au fur et à mesure que l'on passe en circuit court, automatique, il y a une survalorisation, le produit, enfin les indices liés au produit se sont inscrits dans et ont modifié les circuits cérébraux, c'est devenu la récompense principale, c'est devenu la motivation principale, il y a des zones cérébrales, on ne va pas rentrer dans le détail qui amène ça, la mémoire est saturée et saisie tous les éléments qui rappellent la consommation, et le craving, c'est-à-dire le besoin compulsif de consommer, apparaît, et donc quand on a cette espèce de cercle vicieux, le contrôle cortical raisonnable ne sert plus à grand-chose. Ce qui était raison est devenu passion, ce qui était désir est devenu besoin. Ça, si je m'excuse d'avoir été un peu long sur cette partie-là, mais je crois que l'expérience m'a montré que tant que ces bases-là ne sont pas saisies, on a du mal à faire passer aux gens ce qui pourrait être des attitudes rationnelles et efficaces. Alors maintenant, on rentre dans un certain nombre de mesures. Je donnerai les grandes pistes puisque ça va être détaillé dans la journée. La réduction des dommages, c'est un changement de philosophie du soin. Ça n'est plus la position médicale qui est moi je sais et je dis ce qui est bon pour vous. Ça marche pas parce que l'addiction c'est un comportement, c'est inscrit dans la façon d'être d'un individu, dans sa façon de vivre, dans ses valeurs, et donc ça ne sert à rien d'imposer. On sait tous, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça ne sert à rien non plus d'attendre passivement dans une position de maturation de la demande que le sujet vienne demander. Il ne peut pas, il est pris dans une espèce de contrainte qui est la chose la plus importante de la vie pour lui. Donc il y a une stratégie, cette stratégie c'est la stratégie motivationnelle, la stratégie d'accompagnement, l'aide à comprendre les effets positifs, les effets négatifs de la consommation, de l'arrêt, à renforcer, à trouver d'autres plaisirs. Tout ce que l'on sait de la clinique et des mécanismes neurobiologiques et neuropsychologiques nous permet d'avoir des stratégies à peu près adaptées et particularisées, même si ça paraît un peu simpliste comme ça, particularisées avec les raisons qui mènent quelqu'un à consommer, que ce soit la recherche de sensations, que ce soit l'apaisement d'une souffrance
que l'on retrouve très souvent anciennes, liées dans le stress professionnel, dans les difficultés conjugales. Donc tout ça, on peut adapter afin de l'aider à reprendre petit à petit quelque chose de l'ordre du contrôle. Mais c'est un chemin long d'accompagnement, un peu en essai-erreur, d'autant qu'on n'a pas de vision, de connaissance absolue des mécanismes et de ce qui marche, donc ça implique forcément beaucoup de modestie, en valorisant chez ces patients qui sont honteux, culpabilisés, et chez lesquels la culpabilité et la honte incitent à reconsommer, en valorisant les pas qui ont été faits, en aidant l'entourage à valoriser. Donc c'est un changement compliqué, qui n'est pas naturel, qui n'est pas appris dans les études médicales, qui n'est pas appris dans les études psychiatriques, et qui est, me semble-t-il, nécessaire pour arriver à aider quelqu'un à trouver quelques solutions en fonction de son histoire. D'où la nécessité d'un éventail de possibilités, de divers types de psychothérapie, aux divers types de structures, aux divers types de médicaments, à l'hospitalisation plus ou moins longue. Enfin, il y a il faut pouvoir offrir afin que les sujets trouvent ce qui deviendra pour eux un élément de leur désir, de leur réalité, de leur volonté personnelle. On va maintenant essayer de comprendre pourquoi l'autre changement de paradigme, c'est un changement de référentiel de santé publique. Ce changement de référentiel, c'est comprendre le poids, je vous le disais tout à l'heure, de ces pathologies, enfin de ces dommages, c'est très difficile, y compris pour les autres acteurs de la santé publique, de le percevoir. C'est d'avoir à la fois une prévention qui fait bruit de fond, générale, et une prévention ciblée sur certaines populations, et en particulier chez les jeunes. On a tous les facteurs cliniques, épidémiologiques, neurobiologiques, neurodéveloppementaux qui montrent que la population entre 12 et 25 ans est une population clé pour l'installation des dépendances, et que si on devait se centrer et avoir une action cohérente, globale, c'est-à-dire alcool, tabac, cannabis, médicaments, estime de soi, ça serait sur cette population-là. Pour le moment, il n'y a pas cette cohérence. Et puis on sait, les personnes en difficulté, là on est en psychiatrie, les patients ayant des troubles mentaux sont des patients à risque majeur de l'addiction, la précarité, le public féminin. Vous avez sûrement lu dans la presse que les infarctus chez les femmes augmentent, comme les cancers du poumon. Ça va devenir la première pathologie cancéreuse chez les femmes. On sait exactement à quoi c'est lié. C'est la consommation de tabac qui est devenue la norme chez la femme depuis une vingtaine d'années. L'apparition des infarctus chez les moins de 50 ans, on sait que c'est également le tabac, notamment le tabac et la pilule. Et puis, dans la population non genrée, non homme, non femme, c'est la cocaïne, les nouvelles drogues qui expliquent cette augmentation, et le cannabis qui explique cette augmentation des infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux chez les moins de 55 ans. Donc on sait où on va, hein. On n'est pas entendu, mais on sait à peu près où on va. Un dispositif qui, ayant pris conscience, avec une communauté médicale ayant pris conscience du poids, qui s'organise de façon cohérente et qui développe les structures spécialisées, qui développe les compétences chez les acteurs. Par exemple, on est une discipline jeune. Vous savez que dans les années, jusqu'aux années 2000, c'était essentiellement sur des structures médico-sociales, en dehors des circuits sanitaires, hospitaliers et libéraux, que se portait auquel on faisait porter la lutte contre les toxicomanies et l'alcoolisme. Ça a un peu changé avec l'installation des voies hospitalières et maintenant de la formation des médecins, c'est-à-dire ça rentre petit à petit comme une action médicale légitime pour un hôpital, légitime pour un médecin. Mais je vous rappelle que la plupart des médecins, des urgentistes, généralistes, hospitaliers, médecins du travail ne sont pas formés sur les addictions. Ils commencent maintenant à avoir une demande importante. Ils savent tout ce que ça coûte, mais ils ont beaucoup de difficultés. Je termine. Donc il y a un certain nombre de choses pas très coûteuses qui pourraient être mises en place. On n'a pas très peu de libéraux. Une discipline existe quand elle aura des libéraux comme des cardiologues, des dermatologues installés en ville et auxquels on pourra aller consulter simplement. Le prochain enjeu, c'est ça, avec le développement de la médecine libérale
dans le domaine des addictions et sa reconnaissance, excusez-moi, la mobilisation des populations, des parties prenantes. Alors, j'ai créé une fondation qui s'appelle Action Addiction qui va sortir le 6 avril un portail où on devrait trouver enfin j'espère en quelques clics, toutes les réponses qui peuvent se poser pour la population, pour la famille, pour les jeunes, pour les malades, parce qu'il me semble maintenant que l'enjeu principal est de faire reconnaître les associations de malades, les associations de familles, de les aider à se rassembler et à porter une voix forte. On va essayer de développer et d'accompagner les patients des associations d'entraide dans la valorisation de patients experts, de façon à ce qu'ils soient reconnus par les instances hospitalières, par les instances administratives, par les ARS. Parce que je crois vraiment que c'est par les malades, quand eux-mêmes se saisiront de la gravité de leur maladie, enfin, pourront communiquer sans honte sur la gravité de leur maladie et sur le fait qu'on peut aider, que les choses seront amenées à changer. Et enfin, la priorité à une politique pragmatique. On évoquait l'article du Monde. La situation actuelle entraîne une perception exacerbée de la dangerosité des produits illicites et une sous-évaluation relative de celle des produits licites. Donc on concentre les moyens sur la répression, sur l'abstinence, et non sur l'intervention précoce et les soins. Je terminerai avec cette courbe et ses déclinaisons. Cette courbe, elle a l'intérêt de rendre cohérent, d'expliquer de façon assez didactique et simple pourquoi les bonnes stratégies sont dans la régulation des consommations en s'en donnant les moyens. C'est une courbe qui a été faite justement par l'ONU, M. Marx, qui montre que les dommages sont au maximum lorsqu'on est dans un marché criminel non réglementé ou dans un marché légal non réglementé. Et les dommages sont minimums quand on est dans une réglementation, que celle-ci soit la décriminalisation, que celle-ci soit une réglementation légère pour les produits plus ou moins, réglementation plus ou moins importante pour les produits licites. Je vais vous en donner quelques exemples. Par exemple, pour l'alcool, on en était là avant les réformes de la loi Evin. La loi HPST, qui a autorisé la publicité sur le net, a entraîné l'envahissement des réseaux sociaux du net et de la facilitation de la consommation des jeunes et de l'explosion du binge drinking. Pour moi, il y a un lien fort. Et on arrive maintenant avec la loi de modernisation de santé qui a mis à bas la loi Evin en considérant que l'information n'était pas de la publicité. Or, on peut faire confiance aux collègues du marketing, enfin aux spécialistes du marketing, pour informer en donnant envie de consommer. Donc on sait que la consommation va augmenter chez les jeunes, chez les femmes, dans les populations les plus vulnérables. Les producteurs savent, en particulier pour le vin, qu'ils ne touchent pas assez, qu'il y a des nouveaux marchés chez les jeunes et chez les femmes. Ils les ont ciblés, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais ils savent comment on fait. Pour le tabac, on s'aperçoit que dans les pays développés, il y a une diminution de la consommation et que l'industrie mondiale tabagière, elle va dans les pays où il n'y a pas de réglementation et c'est une possibilité d'expansion des consommations qui est quasi illimitée, ce qui va se passer en Afrique et dans les pays d'Asie. Pour le cannabis, alors on est en France dans cette situation-là, d'un marché criminel non réglementé, avec une position d'illégalité qui est extrêmement coûteuse pour le plan social, qui développe des circuits criminels, qui met hors la loi toute une partie de la population, qui ne facilite pas l'accès aux soins ni les recherches. Donc voilà, il faut se poser la question. Et de même pour les médicaments, c'est pareil, quand dans les pays développés il y a un certain contrôle, les industries du médicament vont dans les pays où il n'y a pas de contrôle. Donc c'est assez simple à comprendre. Le problème, c'est qu'il faudrait que ce soit compris beaucoup plus largement pour qu'il y ait une espèce de mouvement global, si on veut que ça change. Je vous en remercie. Excusez-moi d'avoir été un peu...